Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. TV Liberté reçoit aujourd'hui Adnan Azam. Bonjour Adnan Azam. Bonjour. Vous êtes réalisateur et écrivain franco-syrien et vous venez évoquer un film documentaire sur la guerre en Syrie telle qu'elle a été vécue par le peuple syrien. Vous êtes resté sur place pendant les 7 années de conflit, pendant ces 7 dernières années de conflit. Quel témoignage souhaitez-vous apporter dans ce film? Vous savez, la guerre, je dis bien la guerre en Syrie, c'est quand même une guerre, une troisième guerre mondiale, une guerre planétaire. La plupart des pays du monde, ils ont participé à cette guerre. Et surtout, l'axe de mal. L'axe de mal, pas celui de George Bush, qui l'a qualifié de l'axe de mal, mais l'axe de mal, pour moi, c'est l'axe des États-Unis, d'Israël et de tous les pays anglo-saxons et les suiveurs de ces pays anglo-saxons. Et malheureusement, le régime français était parmi ces pays qui ont fait la guerre à la Syrie depuis 2011. En réalité, la guerre contre la Syrie commençait à se préparer avant 2011, mais il s'est déclenché en 2011. Donc moi, j'ai vécu là-bas. Je suis rentré, j'étais à Paris, je suis rentré quand j'ai vu que cette guerre a commencé. Je suis rentré pour vivre auprès de mon peuple en Syrie. Et c'est vrai que depuis 2011, je suis en Syrie au quotidien. C'est-à-dire, cette guerre a besoin peut-être des livres, des films, mais pas un seul livre ni un seul film, parce qu'on a vécu l'enfer pendant 8 années de guerre. Donc moi, en 2017, quand je vis que nous avons commencé à gagner la guerre, que les opérations militaires, pratiquement, ils sont terminées dans la plus grande partie de la Syrie, c'est là où je retrouvais mon rôle initial en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant que réalisateur. Je me suis dit, les souvenirs, ils sont très très fraîches, ils sont très présents dans ma tête. Il faut que je le transmette aux générations futures, parce qu'ils vont oublier. Et puis la falsification de cette guerre par les ennemis, elle a été présentée comme un printemps arabe. Or, c'est un enfer arabe contre la Syrie et le peuple arabe d'une manière générale. Donc là où je me suis mis à fouiller dans l'archive telle que je l'ai vécue, c'est-à-dire j'avais pas vraiment le loisir ou la difficulté d'aller chercher une archive. Je le trouvais dans mes propres bagages, ce que j'ai filmé moi-même dans mon quotidien. Et quand je dis le quotidien, c'est quoi le quotidien? 24 heures de temps. On est pendant quelques heures sur le front de guerre. Après, on est dans les hôpitaux pour cueillir les martyrs. Après, on est avec les familles de martyrs. Après, on est avec les enfants de martyrs. Après, on est en train de trouver la couverture pour nourrir les gens. Donc, c'était un véritable calvaire que j'ai voulu mettre dans ces 41 minutes, ce que j'appelle une page de l'histoire, une légende syrienne, la face cachée de la guerre. C'est ça le film qu'on va regarder dimanche prochain à Paris. Face cachée de la guerre, est-ce que vous considérez que la population occidentale, la nôtre, la France par exemple, a été faussée, cette perception, par la propagande des États, notamment, vous le dites, des États-Unis? Vous dites par ailleurs qu'il y a beaucoup de mensonges durant cette guerre. Est-ce que vous avez voulu mettre fin à ces mensonges? D'une manière générale, les gens qui regardent, qui nous écoutent, qui nous regardent, ils savent, en tout cas les amoureux de l'histoire, ils savent que toutes les guerres de la planète, depuis la nuit de temps d'aujourd'hui, ils ont été racontées de plusieurs manières. Les uns le racontent de telle manière, les autres le racontent d'une autre manière. Donc, si on regarde depuis l'histoire très récente, là, depuis la Révolution, ce qu'on appelle la Révolution, qui n'a pas été pour moi française jusqu'aujourd'hui,
durant laquelle on a coupé la tête de Louis XVI. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire est faussée par définition. Et l'histoire, l'histoire, elle est écrite par les plus forts. Et cette guerre-là contre la Syrie, pour moi, c'était un véritable camouflage. On a commencé par un énorme titre, soi-disant le printemps arabe, un joli mot. Mais comme je le dis il y a 2 minutes, que c'était un véritable enfer arabe. C'est-à-dire on a commencé à faire tomber les pays arabes, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, mais le vrai pays qui était désigné pour faire tomber, c'était la Syrie. Pourquoi la Syrie? Là, on va faire un petit cours de géopolitique. La Syrie, elle est au cœur du monde, géographiquement, mais aussi politiquement, géopolitiquement et historiquement. La Turquie a l'intérêt de faire tomber la Syrie. Israël, le plus grand gagnant de ce conflit, enfin, elle pensait être le plus grand gagnant, mais elle n'a pas gagné, parce que le peuple syrien a gagné la guerre. Donc, les États-Unis, bien entendu, se sont mis en scène pour ce conflit. Donc, la guerre en Syrie, il y a beaucoup des belligérants qui l'ont voulu, cette guerre, qu'ils ont voulu cette guerre. Donc, c'est pour ça qu'elle était vraiment faussée par la propagande qu'on a voulu véhiculer et vendre aux populations européennes, surtout aux Européens, comme toujours d'ailleurs, comme quoi c'est une guerre pour la démocratie ou pour le droit de l'homme. Or, c'était une véritable guerre pour la tranquillité d'Israël, pour enrichir la Turquie, pour les États-Unis, pour qu'elles mettent la main sur le pétrole et le gaz en Syrie. Et donc, c'est ça la guerre. Et la France, malheureusement, aveuglement intervient, c'est elle pas pour prendre le pétrole et les matières premières de la Syrie. Elle le fait au nom des droits de l'homme. La guerre a commencé en 2011. Je vais essayer de répondre d'une manière transparente. Je ne suis pas là pour faire de la propagande. 2011, 2012, 2013, 2014, le peuple syrien était tout seul face au monde entier. Si vous vous rappelez, vous en tant que journaliste, moi je suis venu 2-3 fois en France en 2011, 2012, 2013. On n'avait même pas le droit de dire le mot la Syrie. Il fallait dire le régime d'Assad. Le mot la Syrie, c'était interdit. Et je me rappelle, partout, on avait le sentiment d'être vraiment orphelin, d'être seul au monde. C'est en 2015, quand les terroristes ils sont arrivés en Syrie par des milliers. Et la majorité de ces terroristes, ils sont venus de l'ancien pays soviétique. Donc là, Moscou a dit halte. Donc ces gens avec lesquels elle se bagarrait, avec lesquels elle a fait la guerre au moment des guerres de la Tchétchénie, pour que les gens qui regardent, pour qu'on puisse faire un lien historique. Donc Moscou a senti que tous les terroristes du monde, elles partent des anciens pays russophones, soviétiques, en Syrie, mais après, si elle allait gagner la guerre à Damas, en Syrie, ils retourneront pour faire la guerre à Moscou, comme ils l'ont fait en Afghanistan, comme ils l'ont fait en Irak et partout. Donc Moscou, il est venu à Damas, la Russie est venue en Syrie, c'est pas pour défendre le régime, soi-disant, ou la Syrie, elle est venue pour participer à cette guerre contre les terroristes internationaux qui allaient frapper un jour ou l'autre sur le sol russe. Et ça, c'est l'explication réelle et vraie, et ce n'est pas une propagande telle qu'elle véhicule le monde occidental. Vous avez dit le mot propagande, Adnan Azam, pardon. À chaque fois que l'on essaie de rétablir la vérité, comme vous cherchez à le faire, et je pense de manière honnête, on est qualifié de défenseur du régime syrien, un sbire de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est votre cas? Vous savez, c'est un honneur pour moi de défendre Bachar el-Assad. Je le dis clair et net, précis, et haut et fort. Bachar el-Assad, c'est un patriote syrien, c'est un président arabe, et le seul président arabe qui a osé dire non à l'hégémonie américaine. Et je suis sûr et certain qu'il y a des milliers de Français, des patriotes français qui se reconnaissent par la politique de Bachar el-Assad. Nous, on n'est pas en train de faire la culte de la personnalité. On est en train de suivre une ligne politique. Bachar el-Assad, c'est un souverainiste. Il a osé dire non à l'hégémonie américaine. Imaginez qu'on a perdu cette guerre. Eh bien, le monde entier sera maintenant sous le sabot turc, israélien et américain. Et la France y compris.
Donc moi je suis un patriote syrien, je défends mon pays, je défends mon histoire, je défends ma langue, je défends mon peuple, et Bachar al-Assad pour moi est un symbole, et je le défends et avec fierté et honneur. Alors quand la France réclame des élections démocratiques, enfin en Syrie, quitte à ce que Bachar el-Assad soit à nouveau candidat d'ailleurs, est-ce que vous pensez que cette demande est recevable? S'il est populaire, il n'a pas peur d'être élu? D'abord, ce n'est pas la France qui réclame, c'est le régime français. Il faut faire la différence entre le peuple de France, que j'ai l'honneur de porter aussi sa nationalité, donc de partager beaucoup de choses avec mes amis patriotes français. C'est le régime d'Emmanuel Macron qui est à la solde de la politique sioniste internationale, qui réclame la démocratie. Ce n'est pas du tout le peuple de France, ni l'État français tel qu'on l'aime, tel qu'on le connaît. Pourquoi M. Emmanuel Macron, il est monté au créneau, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, où il a dit haut et fort, aucun enjeu social ou réclamation sociale permet de prendre des armes ou d'utiliser la force contre l'État français, en parlant de gilets jaunes. Alors pourquoi il interdit en France certaines méthodes et le permet en Syrie? Pourquoi il n'a pas dit aux soi-disant révolutionnaires syriens de ne pas porter les armes contre l'État syrien, ou plutôt d'aller négocier avec le pouvoir en place, avec l'autorité syrienne? Pourquoi les deux poids et deux mesures? Donc nous en Syrie, moi je vous le dis, je ne suis pas encore une fois en train de faire un propagande ni vendre un régime, je suis en train de parler réellement de la situation réelle en Syrie. La majorité des Syriens gèrent leur pays, aiment le président de la Syrie, mais il y a une minorité qui font le 5e régiment, le tambour de la politique d'Israël et des États-Unis et du monde anglo-saxon d'une manière générale. Est-ce qu'il y aura des élections? On a fait les élections en 2012. Moi, j'étais candidat en Syrie. On a refait l'élection en 2016, législative. Et là, il y a 3 mois, dans toute la Syrie, il y avait une élection régionale où des élus occupent aujourd'hui leur place d'une manière, je ne veux pas dire démocratique à 100%, mais d'une manière démocratique quand même. Comment vous accueillez l'annonce de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie? Ce sont 2000 soldats qui étaient présents en Syrie. Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle, cette démonstration de l'échec des États-Unis? Donald Trump, c'est un président énigmatique, mais moi je prouve sa décision parce qu'il est réaliste. Donald Trump, il a compris que ça y est, le jeu était joué. Il a été il y a quelques jours là-bas sur place. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh là là, ici c'est le feu et l'enfer et le sable. Donc il a parfaitement compris que lui, il faut bien qu'il retire ses troupes, et c'est bien entendu un accord avec la Russie et avec l'État syrien. Et puis, quand je dis un accord, c'est-à-dire un accord tacite, bien entendu. Donc, parce qu'il a compris qu'on ne peut plus rien faire. Et le mot-clé que j'ai envie de dire dans cet entretien, quels que soient les mots et les phrases que je vais choisir, ne suffisent pas pour décrire la résistance héroïque du peuple arabe et de l'armée arabe syrienne, et de la personne même du président Bachar al-Assad. Donc c'est cette résistance qui a obligé le président américain de retirer ses troupes. Mais quand la France dit, à travers son chef de la diplomatie française, M. Le Drian, que les troupes françaises, elles, doivent rester dans la coalition, c'est 1200 hommes, et ne pas se retirer de Syrie, tant que Daesh ne sera pas éradiqué, c'est aussi un élément que vous devez prendre en considération. Daesh a été et reste un danger pour le régime syrien et pour le peuple syrien. Monsieur Le Drian le sait très très bien que ce n'est pas le quelques soldats français ou quelques hommes de services de renseignement français en Syrie qui font la guerre contre Daesh. La seule qui a fait la guerre contre Daesh, c'est l'armée syrienne, c'est le peuple syrien. Et moi, j'ai qualifié ça un effet d'annonce. Et la preuve, quand le président américain a décidé de se retirer, il n'a pas averti la France. Il n'a pas téléphoné à Emmanuel Macron pour lui dire « moi, je me retire ». Donc la France est là-bas presque perdue. Mais est-ce que l'idée que
on ne part pas tant que les djihadistes n'ont pas été vaincus. Est-ce que c'est quelque chose que vous concevez? Vous comprenez? Ça, je vous le dis, ça c'est un effet d'annonce, parce que les soldats ou les hommes de renseignement français en Syrie, c'est pas eux qui vont rétablir la paix en Syrie, ni éradiquer Daesh de la Syrie. C'est le peuple syrien et l'armée syrienne qui font la guerre. C'est eux qui payent le prix le plus fort de leur sang et de leur énergie au quotidien. La paix en Syrie, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? On n'est toujours pas sur l'ensemble du sol syrien en paix. Il y a bien évidemment le problème des Kurdes, il y a le départ des Américains, le reste de la coalition, la présence des Russes. Quel est l'avenir politique, géopolitique de la Syrie? Est-ce que ça peut être associé au mot paix? Bien sûr. Moi, en tant que Syrien, vivant là-bas sur place, aujourd'hui, la majorité de la géographie syrienne, la majorité de la population syrienne vit en paix. Bien entendu, il y a des petites choses qui se passent ici ou là, mais la ligne générale, c'est la paix, c'est le retour de la reconstruction, c'est des projets. Et nous, en tant que société civile, en tant qu'intellectuels, on a déclaré que l'année 2019, ça sera l'année de la Syrie au cœur du monde, et on est en train de faire énormément des événements pour justement que la vie reprend son cours, des événements culturels, des événements économiques. Donc pour nous, la paix, on est en train de le gagner tous les jours, tous les heures, toutes les minutes. La paix, c'est une affaire vraiment que nous tient à cœur, et le peuple syrien, à travers des centaines d'associations qui travaillent pour la réconciliation nationale, on est en train de le gagner, et ça ne vient pas par une force étrangère, ni par la Turquie, ni par Israël, ni par les hommes d'Emmanuel Macron qui sont là-bas, sans l'avis de l'Assemblée nationale en France, ni du peuple français. Un dernier mot, si j'ai envie, juste vraiment un cri de cœur. J'appelle mes amis, les souverainistes français, de venir visiter la Syrie aujourd'hui. Nous, on organise un voyage avec nos amis souverainistes français le 2 mars à Damas. On est en train de signer aujourd'hui un appel, il est en ligne. Vous pouvez le consulter sur mesopinions.com, appel de Damas. Parce que Damas, pour nous, il devient le symbole de souveraineté. Et donc, d'aller là-bas voir sur place, il ne faut pas perdre cette amitié qui date de François Ier entre le peuple français et le peuple syrien. Nous avons des relations historiques ensemble. Il ne faut pas laisser ces relations mourir pour l'intérêt d'Israël, ni l'intérêt de la Turquie, ni l'intérêt des États-Unis. Je comprends ce que vous me dites, mais quand je vois la véritable souffrance indéniable du peuple syrien, on se dit, est-ce que la vie peut reprendre vraiment ses droits en dehors de Damas? C'est vrai qu'à Damas, la situation et ce contrôle, elle a toujours été pour une grande partie de la ville et aujourd'hui sur l'ensemble. Il y a des zones entières à reconstruire. On ne reconstruit pas tout seul, Nazam, on ne reconstruit pas tout seul. La souffrance en Syrie, qui l'a cultivée, qui l'a donné vie, eh ben, c'est l'argent de l'Arabie Saoudite, l'argent de Qatar, l'argent du pétrole, des pays du Golfe. C'est la manipulation occidentale israélienne, surtout anglo-saxonne. C'est eux qui payent des milliards de dollars sur le sol syrien pour détourner les Syriens de leur pays, de leur peuple, de leur histoire. Donc la souffrance, c'est ce monde occidental qui le cultive en Syrie. C'est pas le gouvernement syrien ni le président Bachar al-Assad. Il suffit que tous les pays occidentaux décident de quitter la Syrie comme l'a fait Donald Trump, que la Turquie se retire, qu'Israël arrête de bombarder la Syrie, soi-disant, il est en train de bombarder la présence iranienne sur le sol syrien, et bien vous allez voir, dans 2-3 mois, la Syrie retrouve son rôle historique au Proche-Orient, dans le monde arabe. Les Syriens, ils ont toujours été les premiers dans la vie culturelle, dans la vie économique, dans la vie de tous les jours. Donc, la Syrie, ce n'est pas un pays qui est assisté. Le peuple syrien, ce n'est pas un peuple assisté. Vous vous rendez compte, 83 pays, ils ont participé pour abattre la Syrie et ils n'ont pas réussi. Ça veut dire qu'il y a une véritable volonté de vivre, et de vivre bien, et de vivre en paix. Et avec honneur surtout. Et il y a des millions de Syriens qui ont fui la guerre en Syrie, qui sont notamment par exemple au Liban. Est-ce que vous leur dites qu'il faut revenir, ou est-ce que le temps n'est pas encore à leur retour? Est-ce que les conditions matérielles ne sont pas là? En 2011,
il y avait une forme de guerre complètement spéciale, ce qu'on appelle la guerre douce. Si vous regardez dans les dictionnaires des guerres à travers l'histoire, la guerre douce a toujours existé. Donc on a montré une carotte, une énorme carotte, des carottes au Liban, des carottes en Jordanie, des carottes en Turquie. On a dit aux Syriens, venez, ici c'est le paradis. C'est normal, quelques Syriens, ils ont perdu leur fierté, ils sont partis, comme ça passait en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous, tout le monde n'a pas été patriote, il y avait des collabos, et puis ça se passe dans tous les pays du monde. Tous les citoyens n'ont pas le même degré d'attachement à leur culture, à leur identité. Donc le peu attachés à leur culture, à leur identité, ils sont bien sûr suivis les carottes. Aujourd'hui, j'ai dit à tous ces gens-là, retournez dans le nid de votre patrie. La Syrie, c'est votre patrie. Et la Syrie, c'est le seul endroit au monde que vous pouvez retrouver votre dignité et votre honneur. Alors, il y a encore un autre cas, vous êtes franco-syrien, vous avez cette double nationalité, oui. Et vous aimez la France, Absolument. Je le sais et je vous en donne acte. En France, nous avons accueilli beaucoup de chrétiens, par exemple, de Syrie, qui sont venus se réfugier en France, qui ont été accueillis souvent par les paroisses, par le système de solidarité. Ils ont fui la guerre, les bombardements, ils sont donc là dans une option très compréhensible de se protéger. Est-ce que là aussi vous leur dites, vous qui êtes franco-syrien, qu'il faut quitter la France, que c'est le temps de revenir, ou là encore vous leur dites, écoutez, les conditions ne sont pas en place pour que les chrétiens soient protégés définitivement, réellement en Syrie? Si je vous réponds par précision, mais vraiment une véritable précision scientifique. Si on regarde le nombre des chrétiens en Syrie par rapport à l'ensemble de la population syrienne, le pourcentage de chrétiens syriens qui sont partis de la Syrie, ce n'est pas le plus fort. Le pourcentage de musulmans qui ont quitté la Syrie est beaucoup plus fort que le pourcentage des chrétiens. Les chrétiens en Syrie vivent en paix, vivent avec une liberté totale d'exercer et de vivre leur croyance. Les chrétiens en Syrie sont dans tous les postes politiques, militaires et sociaux. En Syrie, on a déclaré le premier pays arabe laïque de ne pas, regarder les gens après leur croyance ou leur religion. Donc les chrétiens qui sont venus en France ou aux États-Unis ou ailleurs, je suis sûr et certain qu'ils se rendent compte, parce que je connais la plupart d'entre eux ici à Paris, ils m'ont tous dit qu'on s'est trompé. Finalement, on aurait dû rester chez nous et maintenant, ils sont en train de toute façon retourner en Syrie. Et ça, c'est le jeu de certains Français. Ça fait partie des méthodes de la guerre médiatique, de la guerre psychologique pour disloquer la Syrie. Eh bien, on appelle un chrétien, on appelle un druze, on appelle un sunnite, on appelle un alawite. Ben, ça, c'est une méthode qu'il a fini. C'est une méthode qu'il n'a pas gagnée en Syrie, parce que, comme je le dis, l'âme de Syrien, c'est un âme de patriote syrien, et la croyance, on le vit chacun chez lui à la maison. Et ma dernière question, elle est encore plus compliquée finalement que toutes les autres, si elle l'était. C'est la France était en guerre contre la Syrie. Vous êtes français et syrien. Comment vit-on cela? Comment vous l'avez vécu personnellement? Ne faites pas le point de vue politique, géopolitique, tout ça ne m'intéresse pas. Vous, personnellement, comment vous avez vécu cela? Comment on arrive à continuer à aimer la France tout en aimant son peuple syrien, tout en sachant que ces peuples-là, que ces régimes-là sont en guerre? C'est vrai, c'est compliqué. Surtout, j'ai donné à la France, j'ai vécu en France. Vous êtes arrivé à l'âge de 18 ans absolument. En France, après votre bac. Et je suis arrivé à cheval, donc j'avais fait le tour du monde à cheval, et je suis resté. Et je me suis impliqué, j'étais dans la vie associative, politique. J'ai toujours... Vous avez été candidat aux élections en France. Absolument. J'ai toujours dit à mes amis politiques en France, restez patriotes français, et vos relations avec la Syrie devraient être des relations égales à égales, parce que nous sommes deux nations souveraines. Et je suis sûr et certain qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il doit reconnaître à son erreur, parce qu'il n'a pas le droit de bombarder la Syrie le 14 avril 2018 sans l'avis du peuple de France
ni l'avis de l'Assemblée nationale. Ça suffit. Et moi, je ne suis pas tout seul, je suis entouré des Français, des Gérard, et de Georges, et de Paul, et de Henri, de Français patriotes, souverainistes, qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec la politique française. Merci beaucoup, Adnan Azam, d'être venu témoigner d'un propos, bien évidemment, qui peut-être ne fait pas l'unanimité, mais que je pense être nécessaire d'entendre. Et c'est sur TV Liberté que vous avez bien évidemment la possibilité de le faire. Merci à vous. Merci à vous.